Bonjour à tous, ravi de vous retrouver Bonjour. pour cette masterclass. Bonjour Nicolas Julia. Bonjour. Alors on va parler ensemble du Web3 et des NFT. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour le monde du sport? Pour répondre à cette question, eh bien, on va essayer de trouver des pistes de réflexion, en tout cas aujourd'hui. Nicolas Julia, vous êtes fondateur de l'entreprise Sorare, licorne française. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que fait votre entreprise ? Avec grand plaisir. Donc, en fait, Sorare, c'est inscrit un petit peu à l'intersection de deux comportements ou de deux usages qui existent depuis très longtemps. D'un côté, on a la collection, puisqu'en fait, on édite des cartes qui représentent des sportifs. Et d'un autre côté, on peut jouer avec ces cartes. Donc, pour ceux qui connaissent les cartes Panini ou les cartes Top, c'est des cartes qui ont des super pouvoirs qu'on peut utiliser dans des jeux. Donc, on va composer des équipes avec ces cartes et selon la performance des joueurs sur le terrain, on va progresser dans le jeu. Donc, on est à l'intersection de ces deux comportements. Et notre mission, c'est de permettre à n'importe quel fan de sport d'être un propriétaire d'équipe, donc de faire tout ce que peuvent faire des propriétaires de clubs ou d'équipes dans le monde réel, acheter, revendre des joueurs, composer une équipe, être un coach, être un directeur sportif, etc. Donc on reproduit tous ces rôles avec Sorare. Alors du coup, on mêle le virtuel et le réel, si je vous comprends bien. On mêle les deux et en fait, c'est une partie intégrante de notre vision depuis le premier jour, c'est de faire ce pont en fait entre ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans le monde réel et ce qui se passe dans notre vie numérique. En fait, c'est un peu à la base du type de jeu qu'on développe, c'est des jeux de fantasy sport, puisqu'en fait, on va noter les joueurs, donc en fonction de leur performance sur le terrain. Vous allez marquer plus ou moins de points. Mais là où on va encore au-delà, c'est que, en fait, en fonction de votre performance dans le jeu, donc si vous avez une équipe qui performe bien, avec des joueurs qui marquent des buts dans le foot ou des paniers dans le basket, etc., vous allez pouvoir gagner des récompenses dans le monde physique. Donc, par exemple, vous envoler avec l'équipe de l'AC Milan, rencontrer Zidane, avoir une expérience VIP dans un match de foot. Donc, en fait, on débloque aussi des expériences dans le monde physique. Et en fait, on essaie de se détacher de cette tendance qui nous connecte de plus en plus, et notamment dans le divertissement. Et moi, le but, c'est pas forcément que nos utilisateurs passent le plus de temps possible devant les écrans, mais qu'ils consomment aussi le sport dans la vie réelle, qu'ils aillent au stade. Donc en fait, on va faire l'équipe et ensuite, on va pouvoir aller regarder le match, prendre un verre avec les amis, et on n'a pas forcément besoin d'être connecté. C'est pas un jeu vidéo en fait, quoi. C'est un petit peu différent de ça, quoi, dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques lignes comment vous est venue l'idée de créer Sorare et justement d'allier virtuel et réel dans le divertissement sportif ? Déjà, ça part d'une passion, parce que je suis un gros fan de sport et j'ai un peu collectionné des cartes quand j'étais plus jeune, joué aux jeux vidéo, etc. Et en fait, l'idée, elle est venue du fait que donc j'ai énormément collectionné étant plus jeune. Et je me disais qu'il y avait un moyen, alors qu'on est en train de passer à l'ère numérique, d'amener ce comportement et cette envie en fait, de se rapprocher des joueurs et de nos équipes de cœur et d'amener ça en fait, à une nouvelle ère. Et il s'avère que ça s'est fait en parallèle avec l'émergence de cette nouvelle technologie qui permet d'authentifier et de donner de la propriété numérique en fait, aux fans. Et en fait, à l'intersection de ces deux choses, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, en fait, là, il y a quelque chose, parce que ça fait des millénaires que les êtres humains collectionnent des choses pour plein de raisons. Et là, en fait, on a une technologie qui nous permet d'amener ça à l'ère numérique. Et donc, ça va être encore plus important. Et là, on n'a pas voulu s'arrêter à ça. On s'est dit, c'est très bien, mais en fait, l'album Panini, il est statique. On ne fait rien avec les cartes, autres que les collectionner. Et on a une opportunité, en fait, de faire mieux et donc d'engager et de permettre aux fans d'utiliser ces cartes dans des jeux et du coup, de devenir acteur, en fait, de sa passion. Donc, la société, on l'a créée il y a un peu moins de 5 ans. Aujourd'hui, on est entre Paris et New York, à peu près la moitié de nos effectifs des deux côtés de l'océan. On a construit le plus gros portefeuille de partenaires dans l'histoire du sport, gaming dans le sport, on va dire. On a plus de 300 partenaires. On a la NBA, la Premier League, on a la MLB, on a des dizaines de partenaires dans le foot, puisque tout ce qu'on fait, c'est sous licence officielle. Donc, c'est très important pour nous de nouer ces relations de très long terme, qui servent aussi les détenteurs de droits pour développer leur audience et pour développer des nouvelles lignes de revenus.
Alors, je pense que pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle aussi, on va juste vous expliquer c'est quoi le Web 3 et c'est quoi les NFT, parce que c'est la base de cette masterclass. Et pour aller plus loin, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Le Web 3, alors je parle sous votre contrôle, mais le Web 3, c'est finalement l'évolution du web. On a eu une première évolution dans les années 90 avec la lecture d'informations sur les sites internet. On a eu notre boîte mail. Voilà, c'était une première évolution. Et puis dans les années 2000, nouvelle évolution avec l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, des grandes entreprises comme Amazon ou Google. Et puis la troisième évolution, donc le Web 3, c'est un terme qu'on a entendu parler dès les années 2014-2015. Et donc finalement, on reprend contrôle de nos données, de notre identité numérique, de notre argent. Et donc les NFT, c'est dans cette droite lignée, si je ne me trompe pas. Non, mais c'est exactement ça. J'aime bien le terme reprise de contrôle parce qu'on a abandonné un petit peu notre vie numérique au GAFA sur le Web 2, puisqu'en fait, on devient le produit en donnant nos données contre des produits, des services. Et le Web 3, en fait, amène cette notion de propriété numérique. Donc, on peut être directement en contrôle, comme vous le disiez, de notre argent ou de biens numériques. Donc, ça, c'est l'usage des NFT, c'est les briques du Web 3. Donc, ça, en gros, c'est des certificats d'authenticité numérique. En fait, ça fait très longtemps qu'on sait authentifier, certifier quelque chose dans le monde réel, mais on n'avait pas ça dans le Web 2. Dans le Web 2, on pouvait tout copier, tout coller, on savait pas tracer l'origine en fait et l'authenticité d'un bien. Et c'est ce problème-là que vient résoudre en fait le Web 3. Après, avec des usages qui vont être très divers et qui vont bouleverser tout un tas d'industries, le sport évidemment, mais aussi l'art, la musique, etc., etc. Et pour ceux qui ont très peu de notions, les NFT, ça peut être à la fois une carte, une image, une vidéo, et qui est donc protégée par un titre de propriété qui est rattaché à la blockchain, donc qui permet d'avoir un titre infalsifiable et donc de protéger ce NFT. Exactement, donc ça permet effectivement de donner cette valeur d'authentification en fait, qui va ensuite pouvoir débloquer des usages en fait, qui vont être divers, parce que pour nous, l'intérêt que ces cartes en fait, soient sécurisées par cette technologie, ça amène bien sûr, il y a une valeur pour les collectionneurs, parce qu'en fait on peut dire ok, on va éditer que 100 cartes de tel joueur, etc. Et en fait on ne pourra pas en faire une de plus, même si nous en tant que société on veut le faire, on ne pourra pas le faire. Donc il y a cette valeur là, et puis ensuite il y a tout ce qui vient avec le fait d'être propriétaire dans le monde physique. Si vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez le droit vous pouvez le revendre si vous le souhaitez sur eBay ou autre, donc là on pourra faire la même chose. Et c'est un changement de paradigme énorme, parce que tous les ans, il y a à peu près 100 milliards d'euros qui sont dépensés dans les jeux vidéo. Et en fait, les joueurs dépensent cet argent-là, mais ne possèdent pas les items, en fait. Et en fait, quand on y pense, depuis le début, ma théorie, c'est que dans 5-10 ans, on trouvera ça complètement fou d'avoir dépensé autant d'argent pour des biens à durée de vie limitée et qu'on ne peut pas revendre et jouer comme on jouerait d'un bien physique. Donc je pense que c'est une deuxième évolution qui est très très importante. Et puis la troisième, c'est ce que j'appelle la portabilité. C'est encore une fois dans l'industrie du gaming, divertissement, Web 2. Quand j'achète quelque chose, je suis enfermé dans son périmètre et je ne peux pas sortir mon bien. Donc si j'achète une épée dans un jeu vidéo, je ne peux pas l'amener dans un autre jeu, je dois en jouir dans cet écosystème-là. Et ce qu'amène en fait la possession, la propriété numérique, c'est de pouvoir sortir le bien de cette pièce et de l'amener et jouer avec la carte dans un autre jeu. Donc il y a tout un écosystème de jeux autour de Sorare. Et si vous achetez Mbappé sur Sorare, vous pouvez bien sûr jouer dans notre jeu, mais vous pouvez l'amener aussi ailleurs et en jouir dans d'autres jeux aussi. Et alors, le monde du sport a largement investi cet univers-là, Sorare évidemment aussi. Pourquoi avoir investi ce Web 3, le monde des NFT ? Il y a des raisons qui vont évidemment différer en fonction des stratégies, des détenteurs de droits, des ligues, etc. On a eu la chance d'avoir Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, au bureau il n'y a pas très longtemps, et son angle, donc on a un accord de très long terme avec la NBA qui détient aussi une partie du capital de la société, donc qui est actionnaire de la société comme pas mal d'autres ligues. Et leur raison fondamentale, c'était l'international. Donc c'est en gros, ils considèrent que le futur de la Ligue se situe notamment là-bas, et notamment en Europe. Sorare, on est présent dans plus de 180 pays, avec un peu plus de 5 millions d'utilisateurs inscrits. Et en fait, ils nous voient comme
une partie en fait de leur stratégie d'internationalisation et en gros un support pour toucher des nouvelles audiences et pour développer du coup le nombre de personnes qui vont regarder à la fin le sport, quoi. Après, il y a évidemment une deuxième raison qui est la possibilité de développer une nouvelle source de revenus. Donc il y a différentes théories sur les droits TV et leur croissance ou pas dans les années à venir. C'est pas mal débattu, mais c'est aujourd'hui une part très très importante pour le financement des ligues notamment. Donc il y a une recherche de nouvelles sources de revenus et en fait nous on arrive en fait avec un nouveau marché. On vient pas concurrencer les acteurs du jeu vidéo ou des acteurs de la collection dans le monde physique. On crée quelque chose de nouveau et on leur amène en fait une nouvelle source de revenus. Donc c'est quelque chose qui est évidemment important. Et puis ensuite, il y a le fait d'engager avec les communautés de fans existantes, de les rendre plus actifs dans la consommation du sport et leur donner envie de regarder plus de sport. Donc c'est un peu les trois angles principaux, je dirais. Et justement, ce divertissement sportif, c'est quelque chose que vous réinventez avec Sorare, et c'est quelque chose de très important et qui peut concerner autant des gros acteurs du monde du sport que des plus petits acteurs finalement. Effectivement, donc on a, comme je disais, plus de 300 partenaires dans le monde et une grande partie dans le foot, avec des grosses ligues comme la Première Ligue, la Liga, etc. Et aussi des acteurs plus petits, donc on a une grosse dizaine de clubs en deuxième division, par exemple en France. Et d'une part, on est très fiers de ça parce que, du coup, c'est de l'argent qui revient dans l'économie du sport. Et c'est aussi très important pour les fans et pour nos utilisateurs parce que, comme je disais tout à l'heure, notre mission, c'est de permettre à tout le monde quelque chose qui est impossible dans le monde physique, c'est de devenir propriétaire d'une équipe. Et notamment cette notion de détecter un peu les talents de demain essayer de détecter la pépite de demain. Et ça, pour ça, c'est important d'avoir une profondeur en fait dans la couverture des championnats, etc. Et pour que les utilisateurs puissent aller dénicher ces pépites, notamment dans des échelons qui peuvent être inférieurs, quoi. Et alors, on a entendu depuis à peu près un an qu'il y avait une crise dans le monde de la crypto-monnaie, des NFT. Il y a une inquiétude autour de ça. Il y a une euphorie en 2021, il faut le dire. Là, on a l'impression que ça retombe un petit peu, avec un marché mondial qui s'est dégonflé autant sur la crypto-monnaie. D'ailleurs, la principale plateforme de vente de NFT, OpenSea, a vu son marché reculer. La valeur du Bitcoin et de l'Ether, qui sont les crypto-monnaies concurrentes, ont vu aussi leur valeur reculer. Alors comment on analyse cette crise? Est-ce que c'est normal et ça fait partie de toute économie et donc il ne faut pas s'inquiéter, ou est-ce qu'il y a quand même des petits risques? En fait, quand on regarde l'histoire de toutes les innovations radicales dans la technologie, on voit toujours un petit peu les mêmes schémas, avec de longues années un peu en sous-marin, quoi, avec très très peu d'attention, et puis au bout d'un moment il y a quelque chose qui prend et il y a une adoption qui est très rapide et ça amène l'attention des médias, ça amène l'attention des investisseurs, ça amène l'attention des utilisateurs. Il y a tout un flot de nouvelles entreprises qui se créent, qui sont financées. Il y a un petit peu des phénomènes de bulles qui se créent avec de la spéculation et des acteurs qui viennent avec des visions très court-termistes. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne va pas monter jusqu'au ciel et il y a un phénomène de retour à la normale, de dégonflement, beaucoup d'acteurs qui meurent et une solidification, une concentration plutôt autour de quelques acteurs leaders qui sont ensuite qui créent des marchés, donc avec des Spotify, avec des Airbnb, et ainsi de suite. Et donc, on est en train de vivre cette période-là avec un phénomène qui, je pense, est sain, de retour à la normale et à des fondamentaux qui seront beaucoup plus sains, encore une fois, pour demain, quoi. Donc si je vous comprends bien, ça va se réguler et on a dépassé l'euphorie, donc là ça va se réguler tout seul finalement. Alors ça va se réguler, c'est un phénomène naturel en fait. En tout cas, quand on regarde les entreprises, toutes les entreprises qui ont levé beaucoup d'argent ou qui ont réussi à récolter des fonds pendant la période d'euphorie, malheureusement la plupart n'ont pas réussi à trouver leur marché, à trouver leur usage, donc petit à petit, et c'est le cycle de l'innovation en fait, petit à petit elles vont malheureusement disparaître et donc encore une fois il y aura une concentration autour de quelques acteurs plus solides qui ont réussi à trouver leur marché pour le coup et concentrer trouver un cas d'usage qui a du sens et du potentiel, quoi.
Et du coup, quelles sont les conséquences de cette crise, alors à la fois pour le monde du sport, mais aussi pour une entreprise comme Sorare? Est-ce que les conséquences sont importantes? Est-ce qu'il faut se réinventer pour surmonter cette crise? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à penser? Je pense les conséquences. Alors quand on se met côté détenteur de droit, et enfin nous on a des échanges toutes les semaines avec des clubs, avec des ligues, etc. C'est un petit peu en retour à la raison sur le potentiel. Ça va pas demain remplacer les droits télé. Il y a eu effectivement un engouement à un moment donné autour de ces catégories-là, et on s'aperçoit que ça va être quelque chose de très important à l'avenir, mais il faut laisser le marché se créer, et on ne peut pas accélérer le temps. D'ailleurs, ça prendra un certain nombre d'années avant qu'on arrive en fait à développer ça à la hauteur des attentes. Et du côté des entreprises comme nous, c'est en retour aussi aux fondamentaux, quoi. Et du coup, on continue à avancer. On a la chance chez nous on n'a pas sur-recruté quand on a eu la chance de lever beaucoup d'argent. On a eu une croissance qui a été raisonnée, donc on continue à avancer. Je pense que la force de notre modèle, c'est que même dans ces temps qui sont entre guillemets plus difficile sur les marchés, on continue à accroître notre nombre d'utilisateurs, l'engagement est au plus fort, la rétention des utilisateurs est au plus fort, et donc voilà, le potentiel il est énorme, parce qu'en fait on s'appuie sur des fondamentaux qui sont la collection, le jeu, qui existent depuis très très longtemps, et on les réinvente en fait dans une forme en fait qui est très engageante pour les fans, quoi. Alors du coup, là, est-ce que vous pensez que l'engouement sera toujours aussi fort pendant cette période avec cette crise? Est-ce qu'il y aura toujours autant d'acteurs autant intéressés? Est-ce que les acteurs sont un peu moins intéressés en ce moment de fait de cette crise? En fait, je pense que on a vu beaucoup d'acteurs pendant la période, on va dire 2021, début 2022, qui venaient peut-être avec des propositions de valeur très court terme et pas forcément une vision pour le très long terme. Et donc ces acteurs-là, malheureusement, ne vont pas réussir en fait à se développer. Et à côté de ça, 2-3 acteurs leaders, et donc on espère faire partie de cette vague-là, vont émerger beaucoup plus fort finalement et sortir en fait leader. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé pour nous pendant cette période de temps-là, c'est qu'on a consolidé en fait la position de leadership dans en gros l'écosystème Web3 et sport. Aujourd'hui, on fait 7-8 fois plus de volume que le deuxième acteur, et on fait plus que la somme de tous les acteurs suivants, incluant des acteurs historiques. Donc c'est un phénomène de consolidation qui est plutôt positif pour nous. Mais après, je pense que c'est un phénomène plus global dans les nouvelles technologies où il y a moins de financement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds, et ça dépasse très largement le Web3. C'est pour toutes les sociétés tech. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, il faut... encore une fois, ça plaide pour une consolidation autour des leaders qui ont les reins solides et qui peuvent passer en fait à travers cette période. Est-ce que ce modèle autour du Web3, finalement, c'est un peu un modèle où tous les acteurs du sport vont devoir passer, que ce soit pour un relais supplémentaire de communication, pour un complément de revenus, ou que ce soit même pour finalement un divertissement sportif plus innovant, avec une expérience fan différente? Ou est-ce que il y aura toujours des modèles différents et ça ne sera pas ce modèle-là qui s'imposera? Je pense que c'est un pilier du mix, et je pense que c'est un pilier qui répond en tout cas de ce qu'on comprend à la majorité des stratégies en fait des détenteurs de droits, parce qu'il n'y en a pas un qui nous dit je veux pas développer mon audience ou je veux pas faire grandir mes revenus. Donc je pense que c'est une partie fondamentale des stratégies des détenteurs de droits, et elle est d'autant plus critique qu'elle permet en fait aux fans de se rapprocher des joueurs et de leur passion, puisqu'il y a une connexion qui va se faire par rapport à la carte et qui va rapprocher en fait le fan de sa passion. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a ce lien qui est très fort entre le monde réel
et la vie numérique. Donc, la performance du joueur va m'impacter et je vais débloquer des choses dans le monde réel grâce à moi, ma performance en tant que joueur. Et du coup, ça amène plus d'engagement autour du sport. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui bénéficie à tous les détenteurs de droits. Est-ce que aussi, j'imagine du point de vue juridique, c'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, les NFT, le Web3. Je sais que moi, je suis journaliste à France Télévisions et j'avais écrit un papier là-dessus l'année dernière où les spécialistes me disaient c'est encore flou, il va falloir qu'on cadre un petit peu les choses. Là, on est en 2023. Est-ce que les choses ont un petit peu évolué? Est-ce que vous, à Sorare, c'est quelque chose qui est très important et vous travaillez beaucoup dessus? Il y a des questions, il y a des réponses. Comment vous travaillez sur la partie purement juridique? Ouais, alors pour nous, c'est plutôt une partie réglementaire en fait. Et c'est un peu la même chose à chaque fois qu'il y a une innovation radicale et un nouveau marché qui se crée. On n'a souvent pas de cadre qui est adapté, parce que forcément la loi ne peut pas anticiper les innovations. Donc nous, dès qu'on a créé la société, on est allé au-devant des différents potentiels régulateurs pour expliquer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on n'est pas non plus. Et on a toujours plaidé pour qu'il y ait un cadre adapté et protecteur pour les utilisateurs, parce que c'est absolument dans notre intérêt de société en tant que société que ce cadre existe et qu'il soit protecteur et que ça évite en fait des mauvaises pratiques. Donc là, on a la chance en France d'avoir un président et un gouvernement qui croient beaucoup en l'innovation pour la création de richesses, la création d'emplois pour le pays et qui supportent les sociétés dans les nouvelles technologies et dans le Web3 et qui a même annoncé publiquement vouloir faire de la France un leader du Web3. Donc on a la chance d'avoir un cadre réglementaire qui est en cours de préparation et qui va d'ailleurs être en cours de discussion au Parlement, qui est en cours de discussion au Parlement cette semaine, qu'on pense être un cadre qui va être équilibré en fait entre la protection et la flexibilité pour l'innovation, parce que c'est toujours en fait entre ces deux choses que doit se trouver l'équilibre. Si on est trop fort sur la protection, on va favoriser les acteurs en place et du coup brider l'innovation et empêcher les nouveaux entrants. Et dans l'autre sens, on pourrait créer des déséquilibres aussi par rapport à des filières existantes. Donc je pense qu'il y a un cadre qui est probablement équilibré, en tout cas on l'espère, qui est en cours de discussion. J'espère que ça répond à la question. Et on l'a dit, vous avez créé Sorare en 2018. Oui. Depuis, votre nombre d'utilisateurs n'a fait qu'augmenter. Là, on est vers les 5 millions, c'est ça, d'utilisateurs. C'est quoi les prochaines étapes de Sorare? Est-ce que vous réfléchissez à un modèle qui va évoluer, à des nouvelles fonctionnalités peut-être? En fait, notre mission, je l'ai décrite tout à l'heure, c'est permettre à n'importe qui de devenir propriétaire de club, donc pouvoir acheter, revendre ses joueurs, composer ses équipes, progresser dans le jeu, mais de manière plus large. On veut vraiment unir les fans de sport à travers le monde, donc c'est une boîte qui a été globale dès le début. La France représente moins de 20% de nos revenus et de nos utilisateurs. Et il y a une dimension communautaire qui est très très forte, parce que ces jeux de fantasy se vivent ensemble. Il n'y a pas une semaine sans que les utilisateurs ne se retrouvent pas dans des meet-up un peu aux quatre coins du globe. Donc c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et qu'on veut continuer à pousser, à favoriser en gros à être inclusif des athlètes dont on est très proche, des ligues et des fans bien sûr, et de créer en fait la plateforme, l'application où les fans vont venir exprimer qui ils sont. Donc ça c'est la collection, c'est une manière d'exprimer notre personnalité, nos passions, de passer du temps avec leurs amis autour d'un jeu engageant, de découvrir de nouveaux amis et puis d'avoir du fun. Ça reste un divertissement, ça reste un jeu aussi. Donc pour arriver à cette vision, on va continuer à se développer évidemment, notamment potentiellement au bout d'un moment avec de nouveaux sports, continuer à être plus profond sur nos produits existants. On a avec toute nouvelle technologie, il y a beaucoup de limitations au début, parce qu'on est un peu comme à la fin des années 90 dans le web, si on compare par rapport au Web3. Donc, dans quelques semaines, on va avoir une application où on va pouvoir acheter des cartes, ce qui n'était pas encore possible jusqu'à présent. Donc, je considère que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et le développement tient presque du miracle, dans le sens où
pour un produit grand public comme le nôtre, ne pas avoir d'application où on peut finalement acheter le produit, c'est quelque chose d'indispensable en fait, normalement à tout développement. Donc on est hyper enthousiaste en fait à l'idée de pouvoir enfin débloquer ça après des années de discussions avec Apple et Google. Et puis voilà, développer des nouveaux modes de jeu plus simples, plus engageants, plus sociaux qui vont venir avec cette nouvelle application dans quelques semaines. Donc voilà, on est encore au tout début de l'aventure. Depuis le tout début, en fait, on a l'ambition de créer le leader mondial dans le sport. On a la chance d'être bien entouré maintenant avec un gros réseau de partenaires, beaucoup d'athlètes qui nous soutiennent aussi, Serena Williams, Zinedine Zidane et des dizaines d'autres. Et puis voilà, on a été bien financé aussi et entouré depuis très tôt par les meilleurs investisseurs en France, en Europe, aux États-Unis, qui en fait nous permettent d'éviter certaines erreurs dans la croissance et qui ont vu surtout le succès de boîtes grand public en dehors du sport. Et donc ça, c'est des leçons qui sont hyper importantes pour nous. Et de manière générale, si vous prenez un petit peu de recul, comment vous analysez ce qui pourrait se passer dans le monde du sport sur le Web 3 ? Est-ce que ça va ne faire que augmenter finalement, que tout le monde va peut-être s'y mettre un petit peu, voilà, on va avoir différents modèles ? En fait, je pense qu'au-delà de la technologie, ma vision, c'est que dans la consommation, en fait, nos temps d'attention en tant que consommateurs de manière générale se réduisent énormément. Et donc, on voit qu'il y a pas mal de ligues qui réfléchissent à changer les règles même de leur sport. Le baseball a changé récemment, etc., pour réduire ça. Dans la consommation, ça va être un petit peu la même chose, je pense. Donc, aller vers des temps plus courts. Donc, de notre côté, on a des modes de jeu qui sont très adaptés, puisque on va chercher des joueurs, faire son équipe, et puis ensuite, on va pouvoir aller faire autre chose. Donc, je pense qu'il va y avoir un raccourcissement des durées de consommation. Je pense qu'il y a aussi une tendance pour passer d'une posture de spectateur à une posture d'acteur et d'engager en fait plus directement avec les joueurs, avec les ligues, avec le sport. Et donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est critique et qui est très important dans notre développement, et la manière dont on pense le produit et la manière dont on pense aux expériences dans le monde réel qui vont être débloquées grâce au produit. Donc je pense qu'il y a ces deux tendances de fond qui sont là, et ensuite la technologie à la fin c'est juste un moyen, quoi. Nous on n'a jamais vendu du Web3 ou des NFT. On vend en fait des usages, et la technologie elle doit être transparente pour l'utilisateur, et il doit découvrir ses propriétés, ses bénéfices en utilisant le produit, plutôt qu'en allant lire une obscure foire aux questions pour comprendre comment fonctionne un NFT ou le Web3, quoi. Et est-ce que vous auriez des conseils pour finalement les gens qui se disent ça pourrait peut-être me plaire, mais j'ose pas parce que c'est un peu abstrait, ou j'en ai entendu parler mais je suis pas sûre de moi. Est-ce qu'il y a des conseils de base pour se lancer dans l'aventure NFT, dans l'aventure Sorare par exemple ? Je pense que, en fait, comme toute nouvelle technologie, il faut lire bien sûr, il faut se renseigner. Et quand on se renseigne, il faut essayer d'aller toujours chercher la source en fait du savoir, et puis il faut essayer. Il faut faire des erreurs, apprendre, et c'est un peu la boucle de construction d'un produit innovant. Il faut pas attendre que ce soit parfait. Il faut commencer avec quelque chose d'humble, qui répond à un besoin ou à un désir qu'on a observé ou qu'on pense que les consommateurs vont avoir, et puis tester. Et ensuite, la clé, c'est de maximiser le nombre d'expériences par unité de temps. Si on sort une évolution de produit tous les 6 mois, on va beaucoup moins apprendre et beaucoup moins progresser, beaucoup moins croître que si on le fait tous les 6 jours. Donc c'est essayer de gagner cette vélocité dans la manière dont on construit et dont on organise ses équipes d'ingénieurs, de designers, etc. pour essayer d'aller vite, quoi. Donc ça c'est un plus pour les aspirants entrepreneurs. Je veux dire le conseil le plus important, et peut-être même avant ça, c'est de se lancer en suivant sa passion, parce qu'il n'y a rien de plus puissant
que de se lever le matin et de faire quelque chose qui nous inspire, qui inspire les équipes, parce que le chemin, il est toujours beaucoup plus compliqué que ce que on pense qu'il va être, et donc il faut beaucoup d'énergie et de résilience pour penser long terme. Et peut-être une dernière question sur tous ces utilisateurs. Est-ce que dans les témoignages que vous avez pu recevoir, est-ce qu'il y en a qui avaient des cartes Panini à l'époque, par exemple, et puis qui étaient un petit peu nostalgiques? Alors ils se sont dit, avec Sorare, je retrouve une partie de ça, avec bien sûr plein de différences, mais voilà, est-ce que c'est un public, est-ce que c'est le même public, ou est-ce que c'est des gens qui sont totalement différents et qui arrivent sur le marché par le côté virtuel? On a déjà une audience qui, à ses débuts, était beaucoup plus âgée que ce à quoi on peut s'attendre, parce que, comme je disais, le produit, pas d'application mobile, etc., il y avait une barrière à l'entrée importante, comme au début de toute nouvelle technologie, donc on avait une audience plutôt 25-50, on va dire, et donc une audience qui, pour beaucoup, effectivement, avait collectionné. D'ailleurs, il y en avait beaucoup qui s'amusaient en fait à regrouper leurs cartes sous la forme d'albums, et même à avoir en fait les deux en parallèle. Donc on a beaucoup en fait de parallèles, et je pense que c'est pas un jeu à somme nulle. Sorare va pas remplacer la collection dans le monde physique. C'est un usage qui est différent, et qui encore une fois, la possession de la carte va débloquer plein d'expériences dans le monde du divertissement, dans le monde physique, etc. Donc ça va beaucoup plus loin que la simple collection, même si on a une partie de notre base d'utilisateurs, entre 30 et 40%, qui est là pour ça et qui fait que ça. Merci beaucoup. J'espère que les NFT et le Web3 sont un petit peu plus clairs pour vous. Merci beaucoup, Nicolas, Julia. Et merci à tous pour votre attention et d'avoir été aussi nombreux avec nous. Merci infiniment. Restez avec nous. Apolline, on va peut-être faire durer, si c'est possible, avec Nicolas, un petit peu la séquence. Je ne sais pas si vous êtes pressé. Est-ce que ça vous ennuie de rester 5 minutes supplémentaires avec nous? Parce que peut-être que des gens dans le public ont des questions à poser à Nicolas, Julia. Avec grand plaisir. Parce que l'univers de la NFT est passionnant. Est-ce que déjà, il y en a qui ont des NFT dans la salle? On va tester le public. J'en vois là-bas. Il y a peut-être des questions. NFT au fond là-bas. Et alors, moi j'aimerais poser une question, Nicolas. Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer les stars du ballon rond dans cette aventure-là? Parce que vous avez toutes les stars. En gros, les gloires du foot, vous les avez. Comment est-ce que vous avez réussi à les embarquer dans cet univers-là parce qu'ils ne disent pas oui à tout et facilement? Non, puis en plus, on essaie vraiment de se concentrer sur des athlètes qui sont sélectifs et en fait qui croient vraiment à ce qu'on construit, à notre produit, à notre vision. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi dans cette question-là, c'est plus le chemin, parce que c'est vrai qu'on voit les grands noms que je mentionnais tout à l'heure, Messi, Zidane, Mbappé, etc. Mais en fait, le chemin, il est long, il est compliqué, et en fait il a commencé il y a un peu plus de 4 ans avec déjà le premier partenaire, quoi. Nous c'était la Ligue de foot belge, et en fait j'ai contacté sur LinkedIn un stagiaire qui a fini par me présenter à quelqu'un au-dessus, qui a fini par me présenter à quelqu'un au-dessus, et au bout de 3 mois on a signé la Ligue belge, et à partir de là c'est toujours le premier client, le premier partenaire qui est le plus dur, quoi. Et ensuite c'est un peu moins dur, et un peu moins dur, un peu moins dur, et ensuite on affûte aussi un petit peu ces arguments sur pourquoi il y a tant de potentiel autour de ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va apporter aux athlètes, qu'est-ce que ça va apporter aux ligues, etc. Jusqu'à arriver à convaincre les plus grands de ce sport, quoi. Donc c'est un chemin, c'est beaucoup de travail, et puis c'est encore une fois les convaincre du potentiel. Et puis ensuite, les athlètes vont répondre à des motivations qui sont différentes. On peut donner quelques anecdotes? Ouais, on peut en donner quelques-unes, mais par exemple, Gérard Piquet, ça a été un des tout premiers en fait à venir. Et Gérard, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au sport business. Il vient de lancer la Kings League, là, je sais pas si vous avez vu, qui essaie de changer un petit peu les codes dans le foot.
Et donc lui, c'est quelqu'un qui nous a pas mal aidé, parce que moi, quand j'ai commencé Sora, j'avais 0 réseau dans le sport, dans le foot, etc. Donc il m'a aidé à ouvrir des portes, parce qu'il a un gros réseau en Espagne, mais plus largement en Europe. Donc lui, c'était plus l'aspect sport business, m'aider à construire. Il a déjà entrepris, même quand il était encore sur les terrains, il montait déjà ses boîtes. Donc ça, c'est l'angle de Gérard. C'est un peu pareil avec Serena Williams. C'est quelqu'un qui était, enfin, Serena était assise à côté de moi quand on négociait avec la NBA. Elle était impliquée dans le deal, etc. Donc, et pour nous aider à construire notre crédibilité aux US, où en fait, souvent, on est un peu regardé en Europe comme, enfin, vous n'allez pas nous apprendre comment marketer la NBA ou faire grand. Donc, on avait des concurrents américains très, très agressifs en face, donc ça nous a aidé à construire notre profil là-bas. D'autres vont être beaucoup plus intéressés par le produit. Donc, Antoine Griezmann aussi, qui est arrivé très tôt dans l'aventure, lui, voilà, un gros collectionneur, joueur de foot manager, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé sur comment on score les joueurs sur Sorare, pourquoi on peut réinventer la manière dont on évalue les joueurs de foot, et que ça peut devenir le standard, etc. Donc après, tout le monde arrive avec voilà, une motivation et des ambitions pour nous accompagner qui sont différentes. Mais nous, ce qui est important, c'est la croyance forte dans le projet et l'envie de nous aider concrètement. Pas d'être des panneaux publicitaires, mais de nous aider concrètement sur le terrain, quoi. Merci beaucoup, Merci Nicolas. à vous. Merci. Un grand Apolline. merci à tous les deux. Merci. Merci infiniment. Merci.